Alors bonjour, on va étudier aujourd'hui le prologue dans la pièce d'Antigone. Donc on va identifier les personnages et comprendre les liens qui les unissent. D'accord? On va repérer les indices de la tragédie, ce qui montre qu'il s'agit d'une tragédie, et repérer les anachronismes. Alors voilà, voici le prologue. Alors ça commence par ce petit texte écrit en italique, un décor neutre. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène, donc tous les personnages sont présents sur scène. Alors ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes, le prologue se détache et s'avance. Donc ce tout petit texte par quoi on a commencé, c'est une didascalie, d'accord. Ça fait pas partie des répliques prononcées par les personnages, mais c'est une didascalie qui nous donne des renseignements sur le décor, sur les personnages, sur la voix, sur les temps, etc. Donc ici, c'est le prologue qui parle. C'est le prologue. Donc lui-même, c'est un personnage et qui va présenter les autres personnages. Alors voilà, ces personnages, donc c'est lui qui parle, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Donc, il nous présente Antigone, le premier personnage central. Donc, elle est assise là-bas, il la montre. Donc, tous les personnages sont avec lui sur scène. Il les montre, il les présente. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure et se dresse seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir. Alors regardez la tonalité de cette phrase, elle va mourir, donc là, il nous met dès le début dans le tragique de l'histoire, dans la mort, d'accord? La mort par quoi va se terminer l'histoire. Elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire, rien à faire. Donc là aussi, c'est la fatalité, c'est la force du destin. Donc rien à faire, ça veut dire elle va subir son destin. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Donc là aussi, la fatalité, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Le jeune avec qui parle la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant. Donc Ismène, c'est la sœur d'Antigone. C'est le deuxième personnage qu'il présente. Ensuite, on a Aimant, le fils de Créon. D'accord? Donc c'est leur cousin. Un soir, il a été trouvé Antigone et il lui a demandé d'être sa femme. Donc il a demandé Antigone en mariage. Et quoique Ismène soit beaucoup plus belle, beaucoup plus jolie, blonde, etc., charmante, alors il a préféré Antigone. Personne n'a pas compris pourquoi. Donc on ne sait pas pourquoi. C'est l'amour, donc il ne savait pas qu'il ne devait, donc il, ça veut dire aimant, il ne savait pas qu'il ne devait jamais être de mari d'Antigone. Là aussi, c'est une phrase qui montre la fatalité et qui montre qu'ils vont subir la mort. D'accord? Ils vont subir, tous ces personnages c'est aimant aussi, va subir la mort comme Antigone. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite, ça veut dire qui pense là-bas, là, près de son page, le petit page, d'accord, c'est Créon. Donc, Créon, le roi, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Donc, il conduit les hommes. C'est la raison pour laquelle il médite. Ce n'est pas facile. Donc, ça demande une réflexion, ça demande des pensées, une méditation. Alors là, la vieille femme qui tricote à côté de la nourrice. Donc, il y a la nourrice, on a déjà parlé de la nourrice. Alors, qui a élevé les deux petites. Donc aussi, il y a Eurydice. Alors Eurydice, c'est la femme de Créon. Elle tricotera jusqu'à son tour, jusqu'à ce que son tour vienne de mourir. Donc elle aussi, elle va mourir. Là aussi, c'est une phrase qui montre le tragique. Les trois hommes rougeaux sont les gardes. Donc les gardes, voilà. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin. Et sont dépourvus de toute imagination. Donc regardez, ils sont dépourvus de toute imagination par opposition à Créon qui médite. Donc le fait de conduire les hommes, le fait de faire travailler son esprit, donc méditer, alors ça s'oppose clairement à ces gens qui sont sans imagination, qui exécutent sans penser, qui sentent l'ail, le cuir et le vin, donc tout ce qui est charnel, d'accord, tout ce qui est physique, ils ne pensent pas. Seulement, ils exécutent. Alors, voilà une autre opposition. Maintenant, la ville est sauvée. Donc là, on parle de la ville de Thèbes, est sauvée, pardon. Après, donc elle est sauvée après la guerre des frères. Alors, à Éthéocle, le roi a ordonné d'imposantes funérailles, d'accord?
Et Polynice, donc Étéocle, on lui a ordonné d'imposantes funérailles, une sépulture, et Polynice, le vaurien, le voyou, serait laissé sans sépulture. Quoique, alors quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Donc voilà le résumé de l'histoire. Alors là, le prologue nous a présenté toute l'histoire, d'accord? Et lorsqu'on a lu le mythe d'Édipe, on a vu pourquoi il a ordonné à Étéocle une sépulture, des funérailles, et que Polynice est puni. Alors il est puni, donc il va rester sans tombeau, d'accord? Parce qu'il s'est fait aider par les étrangers. Donc, voilà. Alors, la situation du passage. Ce passage se situe au début de la pièce. Il fait partie de l'exposition. Le prologue présente dans une longue tirade. C'est une longue tirade dite par le prologue. C'est en même temps, c'est un aparté puisque ses paroles ne doivent pas être écoutées par les personnages qui sont présents avec lui sur scène. Donc, seuls les spectateurs ou bien seul le lecteur est censé les écouter. Alors, c'est un aparté aussi. Les personnages qui vont jouer sur scène, donc il a présenté les personnages dans cette tirade. Les personnages qui vont jouer la scène, il a présenté aussi l'histoire. Alors, quelle est la fonction du prologue? Le prologue est d'ordinaire le texte introductif. Ici, l'auteur en a fait un personnage. On l'a vu. Son rôle est de présenter les personnages et l'intrigue. Alors, comprendre l'intrigue, ça veut dire ce qui forme l'essentiel de l'histoire. Antigone est une princesse. Elle est la fille cadette d'Édipe, roi de Thèbes, et Jocaste. Après la mort de son père, ses frères Étéocle et Polynice se disputent le pouvoir. Donc vous voyez que Canui a gardé le même mythe d'Édipe. Polynice fait appel à une armée étrangère pour assiéger la ville et combattre son frère. Donc voilà, il a gardé ces mêmes événements, ce qui explique pourquoi il va être puni. Mais les deux frères meurent et Créon, leur oncle, prend le pouvoir. Il ordonne des funérailles solennelles pour Étéocle et interdit qu'il soit donné une sépulture, une tombe, à Polynice, coupable à ses yeux d'avoir porté les armes contre sa patrie avec le concours des étrangers, d'accord, d'autres étrangers. Créon veut laisser l'âme de Polynice dans la tourmente. Donc c'est la raison pour laquelle il va rester sans tombeau. Mais Antigone considère sacré le devoir d'ensevelir les morts. Ainsi, elle décide de braver Créon, d'accord, de le défier. Créon alors est tente d'enterrer son frère, ce qui engendra sa mort. Donc voilà l'essentiel de l'histoire. Alors l'annonce de la tragédie, le prologue annonce la fin tragique, on l'a vu, la fin tragique des personnages appelés à mourir, à subir le destin, d'accord? Ce qui suggère d'emblée le poids de la fatalité, d'accord? Le poids du tragique. Cette fin fatale est exprimée par des phrases relevant du champ lexical de la mort. Alors, les anachronismes, on a déjà vu, on a dit les anachronismes, ce sont les éléments nouveaux, d'accord, nouveaux dans cette histoire d'Anouilh par rapport à celle de Sophocle. Donc, ce qui est nouveau, alors l'histoire d'Antigone appartient à la tragédie classique. L'histoire à la tragédie classique, alors que le prologue dans la pièce d'Anouilh fait mention d'éléments qui n'existaient pas dans l'Antiquité, comme le jeu de cartes, tricoter, le bal, les lunettes, la tasse de café, le rideau. Donc, il y a plusieurs éléments nouveaux. Donc, cette tragédie moderne, alors c'est ce qui fait qu'elle va devenir moderne, présente d'autres anachronismes, tels le niveau de langue familier des personnages, et on va le voir par la suite dans toute la pièce, et la présence des personnages de basse condition sociale, on a dit comme les gardes et comme la nourrice. La notion de pouvoir est aussi différente. Dans la tragédie classique, on se bat pour l'atteindre, mais dans la tragédie moderne, le pouvoir est conçu comme un fardeau. Bon, ils se sont battus pour l'atteindre pour Étéocle et Polynice, mais pour Créon, il a été obligé de devenir roi, donc il n'a pas cherché à le devenir. De plus, le roi essaie de sauver Antigone, ça c'est un autre changement. Au début, il a un peu d'humanité. Pourtant, dans la pièce de Sophocle, Créon se contente d'appliquer la loi froidement. Donc, dans la pièce d'Anouilh, il va essayer de sauver Antigone dans un premier temps. D'accord? Ce n'est pas comme le roi dans la pièce de Sophocle. Voilà. Alors, toutes les caractéristiques de la pièce et les thèmes qui vont suivre sont offerts par le prologue. Le lecteur trouve dans cette
dans cette ouverture, la solitude. Donc ça, c'est un thème important dans Antigone. On va le voir par la suite. L'amour, le bonheur, d'accord, le pouvoir et la rébellion. En définissant les personnages, le prologue a réduit l'action du reste de la pièce à une illustration. Ça veut dire tous ces thèmes, alors tous les traits des caractères de ces personnages, ils vont s'illustrer. On va les voir par la suite dans la scène, dans les autres scènes, pour passer le lecteur à approfondir les questions posées. Ça veut dire on va seulement approfondir nos interrogations concernant ces thèmes.